Stéphanie Desbrosses-Cobertière. Je suis archéo-anthropologue à l'Institut national de recherche archéologique préventive et je suis responsable de la fouille programmée de Saint-Dizier-les-Crassés de la nécropole médiévale. Bonjour, donc moi Raphaël Durost, l'autre responsable de la fouille des Crassés, archéologue à l'INRAP aussi. Voilà, aujourd'hui nous allons vous présenter les résultats de la campagne de fouille de l'année dernière, 2019, comme on fait tous les ans. Et comme cette année s'est enregistrée, on va commencer par un petit résumé du contexte, de pourquoi cette fouille existe, comment est-elle apparue, qu'est-ce qui a donné envie à toute l'équipe de lancer la fouille. Alors, voici d'abord un plan de la ville de Saint-Dizier et de l'emplacement de cette fouille, donc cette petit rectangle rouge qui se trouve en bas à gauche. Cette fouille a lieu sur la rive opposée de la Marne par rapport à la ville historique de Saint-Dizier, la vieille ville, en fait, on est dans un endroit qui est urbanisé assez récemment. La ville de Saint-Dizier étant créée au XIIe siècle après Jésus-Christ, au cours du Moyen-Âge, les vestiges que nous on fouille au Crassé sont antérieurs, c'est-à-dire qu'à l'époque où les occupants des Crassés sont vivants, la ville de Saint-Dizier n'existe pas, et donc on est à la campagne. Les villes les plus proches, donc il y en a deux, c'est Perthes, le village actuel de Perthes, et puis Gourzon, dans la commune actuelle de Baillard-sur-Marne. Alors voici une vue du terrain, une vue aérienne prise par Éric Collin, du terrain où l'on peut fouiller. Donc c'est un terrain qui appartient à la ville de Saint-Dizier, qui a été acheté par la ville de Saint-Dizier pour pouvoir faire la fouille. Donc pour ceux qui habitent ici, quelques points de repère. Donc là on voit le terrain en arrière-plan et au premier plan le rond-point du chêne Saint-Amand. Et on voit aussi le restaurant McDonald's juste à côté. Voilà, on est entre le restaurant McDonald's et Aldi. Donc oui, je l'ai dit, le terrain fait 10 000 m², donc on a 10 000 m² où l'on peut intervenir un peu comme on veut. Ce terrain, qui là est donc en haut de l'image, se trouve à environ 150 mètres au nord du lieu de découverte des fameuses tombes de chefs mérovingiennes qui sont exposées au musée de Saint-Dizier depuis leur découverte durant l'hiver 2001-2002. Ces tombes de chefs ont été découvertes grâce à l'archéologie préventive, qui est l'archéologie en fait qui s'occupe de détecter et d'étudier les vestiges qui sont menacés par les travaux. Et donc, ils ont été détectés lors d'opérations d'archéologie préventive avant la construction de toute la zone commerciale du chêne Saint-Amand. Dans les années 90, ici, vous avez un plan où la parcelle où nous on fouille est en orange et en gris en dessous, sur le cadastre de la ville, vous avez tous les diagnostics et toutes les fouilles qui ont été faites avant la construction de la zone commerciale du chêne Saint-Amand. En tout, c'est 30 hectares qui sont connus, dont on connaît le contenu archéologique, et c'est une des forces de cette fouille, c'est que, contrairement à beaucoup de fouilles programmées, où on va être dans le détail sur un petit terrain et on connaîtra très très mal le contexte, ici, le contexte, on le connaît. On le connaît sur 30 hectares. Alors, voici une photo, là, du diagnostic qui a été fait avant la construction de la zone commerciale du chêne Saint-Amand, avec la parcelle où l'on travaille, donc, qui est au fond en rouge. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous montrent ces informations dans ces opérations d'archéologie préventive? Eh bien, ils nous montrent qu'il existe un village du Moyen-Âge qui va prendre la forme d'un village à partir du 8e siècle après Jésus-Christ et qui va être habité par de plus en plus de monde, manifestement, jusqu'au XIIe siècle. Une des sources principales de revenus de ces gens semble être l'exploitation du minerai de fer, puisque beaucoup de bas-fourneaux y ont été découverts. Donc, vu la quantité de fer réduit, il ne s'agit pas juste de fabriquer des outils pour le village,
il s'agit clairement de dégager un surplus commercial, donc il s'agit d'un revenu. Et donc, en périphérie de ce village se trouvent les 3 fameuses tombes de chefs sur le lieu-dit de la Tuilerie. En revanche, ces fouilles préventives des années 90 ne contiennent pas de vestiges gallo-romains et ne contiennent pas le cimetière du village médiéval. Tout cela se trouve dans la parcelle que nous, qu'on est en train de fouiller depuis 2011. D'où l'intérêt et la complémentarité des deux, hein, puisque en ajoutant notre fouille programmée et les fouilles préventives des années 90, on a quasiment le village entier, enfin en tout cas tout ce qui structure, tout ce qui fonde un village. Alors, donc pour rappel, cette fouille a lieu depuis 2011, donc la campagne 2020 aurait pu être la 10e, mais donc là on en est pour l'instant à 9. Voici une vue aérienne prise avec le drone d'Éric Collin de la mairie de Saint-Dizier, qui montre le terrain la dernière semaine de la campagne de l'année dernière en 2019. Donc vous voyez qu'il y a 2 aires de jeu, en fait, deux endroits où l'on fouille, l'une en bas de l'image qui correspond au sud et l'une au nord. Voici un plan simplifié de ces vestiges. Alors tout ce qui est en couleur froide appartient, je dis bêtise parce que là il y a du rouge aussi. Tout ce qui est orange correspond aux vestiges gallo-romains, et tout ce qui est rouge et bleu correspond aux vestiges du Moyen-Âge. On va vous présenter les résultats de cette année, et puis aussi un petit résumé des résultats des années antérieures, dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on va commencer par les vestiges les plus anciens, et on finira par les plus récents. Alors, naturellement, les plus anciens sont gallo-romains, et se trouvent dans la partie sud, par laquelle on va commencer. Voilà un petit zoom de cette partie. Donc vous avez ici en brun ce qui correspond à des murs gallo-romains, et en brun clair l'intérieur de pièces d'un bâtiment. Alors ce bâtiment est un bâtiment qu'on va qualifier de résidentiel, c'est-à-dire que c'est un lieu de vie, c'est pas un bâtiment de travail. Il est construit d'après quelques éléments chronologiques ou plutôt vers 50 après Jésus-Christ, et on ne sait pas par contre jusqu'à quand il est habité. On n'en connaît pas l'intégralité, on voit qu'en fait les murs se poursuivent sous la limite de fouille au nord, donc ici on n'en a que l'extrémité sud, on va dire. Voici un plan un peu plus obscur, mais qui n'est pas un schéma cette fois, qui est vraiment le dessin de chaque pierre et de chaque squelette, enfin de tous les éléments que l'on a trouvés, où là, les vestiges romains sont à nouveau dessinés, coloriés en orange, avec les bouts de mur qui sont avérés, et là, sur l'image suivante, la restitution des bouts de mur manquants, qui donne voilà, une image un peu plus complète. En voici une vue aérienne, toujours prise avec le drone de la ville, où on voit donc en blanc ces murs. Il s'agit de murs de très bonne qualité, construits en mortier de chaux, avec du calcaire local, du calcaire trouvé dans la région, soit du calcaire de Savonnières, soit du calcaire jaune dit Aspatang. C'est le niveau géologique. Voici une autre vue de ces murs. Alors hélas, comme on est au sud, comme on est au sommet de la pente naturelle qui marque le terrain, et qu'un cimetière s'est installé et a été utilisé pendant au moins 600 ans, forcément le bâtiment romain est très très abîmé. À l'heure actuelle, il n'y a aucun sol qui est conservé. Ce que l'on a, c'est juste les fondations, la partie enterrée des murs, les fondations. Et encore, il nous en manque beaucoup d'éléments, puisque les quelques milliers de sépultures sont passées par là. La fouille de cette année s'est consacrée à une pièce qui nous tient tête depuis 2015 par sa profondeur et par la densité de tombes qui s'y trouvent. Pourtant, on sait qu'il y a une pièce romaine là-dessous, puisque des murs affleurent depuis longtemps. En voici un gros plan. Donc là, on a en orange ce qui est gallo-romain et en bleu ce qui est médiéval, et puis vous voyez toutes les tombes qui sont tout autour. Alors,
il y a un espace au centre où il n'y a pas de tombe parce qu'il y a eu un pillage en fait qui est intervenu peut-être au XVIe siècle et qui a absolument tout retourné. Il n'y a plus de sépulture en place à ce moment-là. Alors pour y voir plus clair, on va retirer les sépultures, tac, voilà, comme ça. Donc là on voit les murs romains. Pour la première fois en 2019, on a les 4 côtés de cette pièce. Les murs qui forment les 4 côtés, c'est la première année, donc on a une idée définitive maintenant de sa taille. Et puis voici une restitution des morceaux de murs manquants, voilà, comme ceci. Donc c'est une pièce qui doit faire, je crois, environ 6 mètres de longueur. On va en voir une vue, toujours prise avec le drone d'Éric Collin, où là, en fait, on voit qu'il y a énormément de pierres qui ne correspondent pas à des constructions, mais à des effondrements. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette pièce? Alors, aussi, on peut dire qu'elle est très abîmée par l'occupation postérieure du Moyen-Âge. On n'a pas, malgré qu'elle soit très profonde, on n'a pas le sol n'est pas conservé. En revanche, dans la partie qu'on voit au-dessus, on voit qu'il y a énormément de pierres, je parlais tout à l'heure, qui correspond à un effondrement. Il s'agit probablement de l'effondrement de l'État gallo-romain, donc avec un peu de chance, en dessous, le sol de la pièce est conservé et pourra nous renseigner sur sa fonction. Parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas à quoi elle sert et pourquoi les bâtisseurs ont tenu à ce qu'elle soit si profonde. Autre acquis de la fouille dans ce secteur sud cette année, c'est la mise en évidence d'une structure hydraulique dans l'angle nord-ouest de cette fenêtre de fouille. Alors c'est une structure hydraulique qui est équipée d'une voûte. Alors, en voici une photo où on devine la dernière assise de la voûte tout au fond, et puis devant un épandage de moellons qui correspond probablement à l'effondrement du reste de la voûte. Un plan plus serré sur la voûte proprement dite, où on voit qu'il s'agit vraiment d'une construction typique avec des moellons qui ne sont pas, non pas posés à plat, mais posés sur champ, comme pour ceux qui connaissent aussi les hérissons des mouroirs gallo-romaines, de la même manière, de manière à ce que ce soit beaucoup plus stable. Et puis le parement de cette voûte était à l'origine recouverte de plaques en mortier étanche, un mortier mélangé à du tuileau qui lui donne une couleur un peu rosée, dont on voit un exemplaire en bas de la photo sous l'ardoise, posé au sol. Ce reste de voûte fait face à une autre maçonnerie que l'on ne comprenait pas l'an passé, en 2018, et qui maintenant trouve sa justification. Il s'agit probablement de l'autre extrémité de la voûte. Donc elle est tout au fond de la photo. Avec le même agencement, pierre sur champ et dalle de mortier hydraulique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, il y a de l'eau qui correspond, qui stagne en permanence à cet endroit. Malgré les 2 semaines de canicule que l'on a eues en 2019, cette eau était toujours là. Elle sourde en fait du fond de l'image en permanence. Donc, il y a une source ici qui existe, qui a été captée et qui a été protégée par cet aménagement hydraulique, par cette voûte. On n'en connaît pas la fonction précise. En tout cas, ce qui est assez remarquable, c'est que si l'on se met dans l'axe de la pente, on voit que cet aménagement file tout droit vers la piscine froide des bains en bas. Donc il pourrait s'agir d'un système de captage de sources destiné à alimenter les bains du bas de la pente, donc au nord, de manière constante. Cette hypothèse est d'autant plus probable que les bains en bas sont postérieurs au bâtiment dont on vient de parler. Or, cette voûte, justement, sa construction a entraîné la destruction des murs du premier bâtiment dont on vient de parler. Donc la voûte est postérieure au bâtiment sud. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Si, ça va. Voilà pour la partie sud. Maintenant, passons à ce fameux bâtiment qui se trouve au nord. Donc, il s'agit d'un autre bâtiment résidentiel, postérieur à celui dont on vient de parler, car il est construit au plus tôt à la fin du IIe siècle, après Jésus-Christ, et il est utilisé au moins jusqu'à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. En 2019, je vais remettre le plan général, en 2019, on
on a un nouveau secteur de fouille que l'on a créé, qui se trouve au nord de ce bâtiment. Il s'agit de la réouverture d'un des sondages de diagnostic que j'avais fait en 2004 pour l'INRAP. Pourquoi est-ce qu'on a rouvert ça? Eh bien, c'est simplement pour avoir une idée rapide de la manière dont le bâtiment balnéaire se poursuit dans cette direction, parce qu'on n'est pas loin de la limite de la parcelle qui va nous empêcher d'aller plus loin, puisque le terrain qui appartient à la mairie s'arrête là. Alors, voici une vue de ce sondage, où là, donc, il est environ, je dirais, entre 5 et 10 mètres de plus au nord que l'aire de fouille des bains. Voici une autre vue où l'on voit l'épaisseur très importante de sédiments qui recouvrent les vestiges romains. Donc ça ralentit la fouille forcément, parce que ces sédiments ne sont pas anodins, il s'agit de sédiments médiévaux, remplis d'une quantité vraiment impressionnante de scories de fer, fraîches, je les qualifierais de fraîches, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été broyées, elles n'ont pas été épandues de manière à stabiliser une chaussée, par exemple. Ici, vraiment, on a l'impression que c'est un rejet direct. Donc il y a de chances qu'en bas de la pente, au nord de la parcelle, se trouvent à nouveau des structures de combustion métallurgique du Moyen-Âge. Ce qui complique encore l'histoire, et qui va rallonger probablement la fouille, mais qui enrichit vraiment les informations. Alors, dans ce sondage, que l'on voit ici en vue aérienne avec le drone, qu'a-t-on trouvé? Eh bien, on a trouvé alors, seulement 2 murs que l'on voit à peine, mais ces 2 murs sont intéressants parce qu'ils n'ont rien à voir avec les murs que l'on a dans le bâtiment balnéaire. Ils sont décalés. Ça veut dire que le bâtiment balnéaire tel qu'on le connaît sur le plan en orange que je vous ai montré ne se poursuit pas de manière linéaire comme on pouvait le penser. Soit il s'arrête, soit il tourne à l'est ou à l'ouest. Quoi qu'il en soit, tout ça est une très bonne nouvelle, parce que ça nous montre qu'on ne va pas rater grand-chose après la limite de parcelle. Manifestement, le bâtiment ne se poursuit pas avec de belles salles balnéaires, ou voire même des mosaïques chez le voisin. Ça, a priori, c'est bon. Donc on va avoir finalement pas mal d'informations sur la partie fouillable. Alors, maintenant, on va passer dans l'autre partie, donc la partie principale où les bains sont fouillés. Alors, je rappelle qu'on ne pourra pas vous présenter des photos de ce bâtiment balnéaire en intégralité, puisqu'il est très fragile, ce bâtiment, les constructions sont très fragiles, et donc, d'année en année, on repousse ce que l'on a fouillé antérieurement pour éviter que le gel fasse éclater les maçonneries. Donc là, la photo, ce que vous avez sur la photo, c'est en fait la tranche, j'ai envie de dire, du bâtiment balnéaire de ces 3 dernières années. Le reste, les parties fouillées en 2012 et 2013 sont rebouchées. Alors, quand on dit bâtiment balnéaire, en fait, c'est comme l'autre bâtiment qui se trouve au sud, c'est un bâtiment résidentiel, à nouveau destiné à des riches, une famille riche romaine, d'aristocrates. Mais là, les salles, donc c'est des bâtiments qui peuvent faire plusieurs milliers de mètres carrés. Le plus connu est celui de la villa d'Antilly en Bassigny, quelques kilomètres au sud de Saint-Dizier. Et là, en fait, nous, ce que l'on a, c'est les quelques centaines de mètres carrés consacrés au bain, avec toujours le même principe, des piscines chaudes, des piscines froides, et puis des salles intermédiaires et un vestiaire. Une des découvertes de cette année, importante, c'est la mise en évidence d'une seconde chaufferie, ce qu'on appelle un praeformium, destiné à chauffer la piscine et les salles chaudes. Jusqu'à présent, on n'avait qu'une seule chaufferie. Là, la mise en évidence d'une deuxième montre quand même une certaine ostentation, une richesse des occupants. Il ne s'agit pas des bains bas de gamme, des bains discount. C'est vraiment des bains déjà plutôt aisés. Mais privés. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que c'est des bains qui ne sont pas publics, comme le terme de Caracalla ou des choses comme ça à Rome. C'est des bains qui sont destinés uniquement à la famille des occupants et éventuellement pour les invités. Voici le plan donc alors intégral cette fois, avec les parties réenterrées, de ce que l'on sait de ces salles balnéaires. Donc en orange, vous avez tout ce qui est maçonnerie romaine. Sur la photo suivante, voici une des vues du sous-sol chauffé
l'une des pièces chauffées. Et puisque les couches noires que vous avez sur la droite, ce sont les cendres laissées dans la seconde chaufferie fouillée cette année. Donc ces cendres sont très épaisses et elles ont livré une quantité importante d'objets laissés soit par les domestiques chargés de faire le feu, soit par les occupants dans les couches par-dessus. Et puis voici une photo ici, en fait, où on voit que cette chaufferie a fait l'objet de remaniement parce qu'on a des dalles qu'on pourrait qualifier de tomettes aujourd'hui, qui sont recouvertes par des murs de très mauvaise qualité, qui correspondent en fait au deuxième état des bains, parce que ces bains font l'objet de grands travaux à la fin du IIIe siècle, où on verra tout à l'heure les propriétaires demandent beaucoup de modifications dans l'organisation du circuit balnéaire, sans qu'on comprenne vraiment l'objectif. Et donc ces tomettes, qui correspondent au sol de la chaufferie, sont recouvertes par ces murs de manière à décaler l'entrée par où la chaleur va s'engouffrer dans le sous-sol de la piscine. Alors je vous disais, ces centres ont livré pas mal d'objets. Voici un minuscule échantillon nettoyé par notre restaurateur Renaud Bernadet. Donc là, en haut à gauche, vous avez une fibule, qui est l'ancêtre de l'épingle à nourrice. Et des monnaies, il y en a une quarantaine trouvées en 2 ans dans les cendres de ces chaufferies. Et puis en bas, un objet en tôle de bronze avec des rivets, dont l'état, hélas, nous empêche de savoir de quoi il s'agissait vraiment. Peut-être de la vaisselle, tout simplement, un vase, un chaudron, mais très abîmé. Il est gallo-romain. Dans la chaufferie, connue anciennement, on a également trouvé ce truc. On peut le qualifier de truc. C'est une structure carrée d'environ 1,50 m de côté, qui a manifestement servi à faire du feu. En tout cas, elle a subi de très fortes températures, des températures très élevées. Le foyer n'est pas fait à l'intérieur, mais sur le côté, comme on voit mieux sur cette photo, où on voit des taches rouges tout autour. Alors, il est assez loin du conduit qui va mener la chaleur de la chaufferie sous la piscine chaude principale, donc il ne sert pas à chauffer les bains. C'est une structure de combustion que l'on va qualifier d'opportuniste, c'est-à-dire et qui s'observe dans beaucoup d'autres villas gallo-romaines, c'est-à-dire que puisqu'on a une chaufferie, on a les installations pour faire du feu à l'abri, donc on a les cheminées, les évacuations, etc. Et bien on en profite pour installer d'autres fours qui vont servir à autre chose. Ce genre de structure carrée comme ça peut servir par exemple à sécher et à fumer la viande. On en connaît des exemples mieux conservés dans des villas en Ile-de-France. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les bains proprement dit, mais le bois est là, la cheminée est là, le sol est fait pour résister aux températures, ma foi, autant tout installer au même endroit. Voilà. C'est l'opportunisme romain. Donc c'est la première structure, on va dire, annexe que l'on découvre comme ça dans ces bains. Les cendres que l'on a trouvées qui sont ici entre les dalles vont être datées au Carme 14. Et puis, pour finir avec ces bains, on a continué l'exploration de la galerie qui est en façade du bâtiment et qui sert à accéder aux bains, où on a la chance d'avoir de conserver toute la décoration murale de la façade qui s'est effondrée alors en accordéon, ce qui est un enfer à fouiller. Mais qui nous permet d'avoir une petite idée du contenu iconographique, c'est-à-dire des dessins qu'il y avait sur ce mur. Alors ici, vous avez sur la photo des bandes rouges, on le voit, et puis un petit peu plus sur la droite, on a des petites taches rouges. En fait, les petites taches rouges correspondent à la plinthe, c'est-à-dire la partie basse du mur, où le peintre ne s'embête pas, il trempe son pinceau dans le pot rouge, et puis il fait comme Jackson Pollock. Tac, 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 ça double. Et puis, à partir de la bande rouge, on passe au registre principal qui est à hauteur d'homme, qui se voyait mieux. Mais hélas, il nous manque le motif central. On l'attend et on va le trouver. Et donc, pour finir avec ces bains, voici le plan qui réunit toutes les informations que l'on a et qui montre l'évolution du bâtiment entre son état initial à la fin du IIe siècle et puis après, à la fin du IIIe siècle, lors de ces grands travaux dont je parlais. Les murs marrons à droite sont ceux construits pour ce deuxième état. Alors,
toutes les salles dont le sol est rouge sont des salles qui bénéficient d'un chauffage par le sol. Alors on voit que dans le premier état, elles sont réunies, elles sont agglomérées. Et dans le deuxième état, elles sont divisées en deux endroits, avec un espace intermédiaire où il n'y a pas de chauffage. Ça, on ne le comprend pas. Alain Bouet, qui est un des grands spécialistes des bains privés et publics de Gaulle, qui est universitaire à Bordeaux, propose qu'en fait ce soit les prémices des mœurs chrétiens, où en fait les femmes et les hommes ne se baignent plus au même endroit. Voilà. Avant c'était un peu la gaudriole, mais là maintenant c'est fini. Chacun dans son coin. Voilà. Alors, puisque vous avez également, on peut dire un mot là-dessus, complètement excentré à droite, il s'agit de la piscine froide, qui est en fait la pièce la mieux conservée. Pourquoi est-elle excentrée? Bien simplement pour ne pas être contaminée par la chaleur des pièces voisines, pour que l'eau reste bien froide, parce que pour ceux qui ont déjà fait ce genre d'exercice balnéaire, le but c'est vraiment de faire redescendre la température du corps à la fin, sinon on n'est pas bien. Donc il faut vraiment que l'eau soit froide. Et comme là, la pièce était accolée à la fameuse source dont on a vu le captage tout à l'heure au nord, elle sort de terre à cet endroit-là, elle doit être à 8 degrés, donc le choc thermique est assuré. Voilà, donc là maintenant je vais passer la parole à Stéphanie. Donc nous allons parler maintenant des structures funéraires. Donc on va faire un petit bond. En fait, je vais vous parler des structures les plus récentes et on finira par les structures funéraires les plus anciennes. La campagne 2019 a permis la fouille de 79 nouvelles structures funéraires, à savoir 69 tombes et 10 réductions, ce qui porte à 793 le nombre de tombes fouillées depuis 9 ans à Saint-Dizier. Donc là, c'est pas extrêmement clair sur le plan, on voit que c'est très dense. Et donc là, je vous ai mis un plan où on voit que les structures funéraires fouillées en 2019. On s'est concentré principalement sur 3 zones qu'on va maintenant détailler. La première zone est la zone la plus au sud du décapage. On est dans le cimetière paroissial. Donc sur la diapositive suivante, on voit donc ce qu'on trouve assez classiquement dans le cimetière paroissial, c'est-à-dire des inhumations d'adultes, d'enfants. Les adultes sont des hommes et des femmes. Et on a aussi un nombre important de réductions. Donc les réductions, c'est les amas d'os des sépultures les plus anciennes qui ont été repoussées en amas sur le côté. Il est communément admis que dans les cimetières paroissiaux, les pratiques funéraires sont assez homogènes et que c'est assez régulier sur plusieurs centaines d'années. À Saint-Dizier, on s'aperçoit que c'est un petit peu moins simple que ça, notamment par exemple sur les orientations. L'orientation traditionnelle et classique, qui est partagée par un grand nombre de cimetières paroissiaux, est une orientation tête au sud-ouest, pour être alignée sur l'église qui est elle-même alignée vers la Jérusalem céleste. À Saint-Dizier, on voit qu'on a un nombre important de sépultures qui sont orientées perpendiculairement, la tête au nord-ouest. Donc on en a encore fouillé 5 nouvelles cette année, comme on voit sur le plan. Et ça, c'est assez énigmatique. Sur la diapositive suivante, on voit donc toutes les petites barrettes bleues représentent les sépultures orientées tête au nord-ouest. On voit qu'elles, pour l'instant, se localisent principalement au sud de l'édifice. Et si, dans certains cas, on a pu trouver une explication dans l'environnement de ces tombes, à savoir qu'il y a des tombes qui se sont alignées sur les murs de façade de l'église et 2 tombes qui sont peut-être alignées le long d'un axe de circulation dans l'église. Toutes celles qu'on a fouillées cette année, qui sont regroupées au sud, pour l'instant, on ne trouve pas d'explication à ce changement d'orientation, en sachant que cette orientation fait partie de l'un des préceptes de la période médiévale, c'est-à-dire
toute personne doit se faire enterrer dans le cimetière consacré autour de l'église. On doit se faire enterrer sans mobilier d'accompagnement, car il faut arriver devant Dieu comme on est né, c'est-à-dire nu. Et il faut donc respecter cette orientation. Donc pour qu'il y ait dans un cimetière paroissial un changement d'orientation, il faut vraiment qu'il y ait une contrainte forte ou une contrainte forte ou alors vraiment une pratique qui nous échappe totalement pour l'instant. Comme je viens de vous dire, il est admis qu'à partir de la fin du 7e siècle, début du 8e siècle, on ne met plus d'objets d'accompagnement dans les tombes. Qu'il s'agisse de mobilier d'accompagnement de type dépôt de céramique ou qu'il s'agisse d'accessoires vestimentaires, d'accessoires du costume funéraire, comme des plats de boucles, comme des objets personnels, des bagues, des fibules. Encore une fois, Saint-Dizier nous montre que c'est pas aussi simple que ça, avec la découverte cette année de clés dans les tombes. Donc cette année, 2 clés ont été découvertes dans 2 tombes. La première clé qu'on vous présente là, qui a été restaurée par Renaud Bernardet, a été découverte sous le thorax de l'individu. À proximité, une deuxième tombe a été découverte avec une clé sous sa jambe gauche et ça rejoint donc une 3e clé fouillée l'année dernière, toujours dans la même zone, celle-ci retrouvée sous le haut du corps, sous le cou de l'individu. Donc là, à l'heure actuelle, on n'a pas de comparatif. La tombe de l'année dernière a été datée du XIe siècle. Au XIe siècle, normalement, on n'avait plus aucun objet dans les tombes. L'année dernière, on s'était dit, bon, c'est une pratique anecdotique, ça relève d'une intention individuelle. Là, ça fait la 3e tombe. Pour l'instant, elles n'ont en commun ni les orientations, parce qu'on a une des personnes qui est orientée tête au nord-ouest qui présente une clé, ni la position dans la tombe. Elle se retrouve sous le cou, sous la jambe, sous le thorax. Pour ce qui est de l'aspect biologique, c'est difficile à dire. On sait qu'il s'agit de 3 adultes. La très mauvaise conservation des squelettes ne nous permet pas de dire dans certains cas s'il s'agit d'hommes ou de femmes. Voilà, la seule chose en commun, c'est que c'est 3 adultes, et la seule chose en commun, c'est qu'elles sont systématiquement déposées sous le corps. Sur des périodes plus anciennes, le dépôt de clés dans les tombes se rapporte souvent à la sphère familiale, à la sphère domestique, c'est-à-dire c'est la personne qui les tient symboliquement les clés de la maison. Sur ces périodes-là, comme on n'a pour l'instant pas de comparatif, on n'a pas d'exemple pour essayer de comprendre ce dépôt de clés dans les tombes. Donc on voit qu'un cimetière paroissial n'est pas forcément un long fleuve tranquille qui se ressemblent tous où toutes les pratiques se ressemblent dans tous les cimetières paroissiaux. En tout cas, on voit à Saint-Dizier qu'il y a un certain nombre de choses qui changent, qui ont l'air de toujours tourner à peu près autour de la même période. Et pour l'instant, on n'a pas encore toutes les clés, si je peux me permettre, pour comprendre ces différents aspects. Cette année, on a aussi eu la chance de redécouvrir encore un cercueil monoxyle. Donc le cercueil monoxyle, c'est un cercueil qui est taillé dans une bille de bois. Donc c'est pas un assemblage de planches. On a taillé la tombe dans la bille de bois, voilà. On a creusé pour vous faire une place pour y déposer le corps. Donc des tombes monoxyles, on a déjà eu la chance d'en fouiller une bien conservée en 2016. Et on soupçonne la présence d'une vingtaine de cercueils monoxyles grâce à l'analyse taphonomique des squelettes, c'est-à-dire grâce à l'étude des mouvements des ossements qui sont assez spécifiques dans ce type de tombe. Mais des tombes monoxyles encore conservées, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fouillé, donc là on a eu la chance d'en trouver une.
Et en plus, dans la coupe, puisque cette tombe a été trouvée en limite sud du décapage, dans la coupe, on a pu observer le couvercle. Alors ça, on n'avait encore jamais vu. Ce couvercle présente un profil un peu en bâtière, un profil concave, convexe, excusez-moi, oui, par-dessus convexe. Des exemples de comparaison ont été trouvés. C'est assez connu que la bille au niveau du couvercle est aussi un petit peu retaillée à l'intérieur pour faire un espèce de cercle. Les exemples là qui sont présentés viennent d'Allemagne. Donc c'est quelque chose qui est connu, mais que nous n'avions pas observé ni au Champagne-Ardenne, ni à Saint-Dizier jusqu'à maintenant. Le deuxième espace sur lequel on s'est fortement impliqué pour la campagne 2019 est l'emprise du cœur. En 2017, déjà, comme on voit sur la photo de gauche, le cœur avait été au cœur des priorités de la fouille. Cette campagne qui avait été menée par Mathilde Beauloup pour l'aspect funéraire s'était vraiment concentrée sur la fouille des tombes dans cette emprise. Donc toute la partie à l'ouest avait été bien dégagée. Par contre, nous avions des doutes sur la partie au sud, sur la partie à l'est sur la photo, qui est vraiment la partie centrale du cœur. Et cette année, nous avons fouillé une dizaine de nouvelles sépultures dans cette partie-là. Parmi celles-ci, beaucoup d'immatures, voire de très jeunes enfants, comme on voit sur la photo, où on est là en présence d'un enfant probablement de moins de 1 an. Je vais repasser la parole à Raphaël, qui va aborder les restes d'un édifice mérovingien, et je vous présenterai les vestiges mérovingiens à la suite. Le bâtiment gallo-romain qui se trouve au sud de la parcelle contient donc la pièce profonde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Or, cette pièce a manifestement été réaménagée, reconstruite, transformée à une date que l'on situe soit à la toute fin de l'Antiquité, donc 24e, 5e siècle, ou alors, plus vraisemblablement, à l'époque mérovingienne, c'est-à-dire à l'époque où déjà cet espace est devenu une nécropole. Voici un zoom à nouveau sur cet espace, avec cette fois en bleu ce qui est aménagé après l'époque gallo-romaine. Donc on a 2 tronçons de murs, assez courts parce qu'ils sont très abîmés, et puis une espèce de radier, une espèce d'épandage d'énormes blocs de calcaire contre le mur sud. Donc ce qui est intéressant, c'est que les 2 murs en bleu là, que l'on a ici ne peuvent pas appartenir à un état unique parce qu'ils ne sont pas construits d'une de la même manière et de 2 à la même altitude. C'est-à-dire que les fondations de celui qui se trouve le plus en haut sont bien plus élevées que celles qui se trouve en bas, que le mur qui se trouve en bas. Celui du haut est construit sur l'effondrement et l'autre est recouvert par l'effondrement. Non seulement nous avons une transformation de cette pièce gallo-romaine, mais en plus, cette transformation n'est pas unique, il y en a au moins 2. Donc c'est un endroit qui manifestement a attiré beaucoup d'attention. Voici une vue du dernier jour de fouille, où l'on voit ces quelques restes de murs, et puis je n'ai pas parlé du sarcophage, effectivement, que l'on voit également à droite, un sarcophage qui a été découvert il y a plusieurs années, vide. En fait, il fait partie de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, du pillage du XVIe siècle. Manifestement, les pilleurs l'ont ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans, et donc tout était en vrac. Là, en fait, l'intérêt de cette photo, c'est plutôt les énormes blocs de calcaire que l'on voit au centre
qui délimite un espace de 3 mètres de long et qui, lui, appartient forcément au réaménagement de la pièce à l'époque médiévale, parce que d'une, il casse un lambeau de sol romain qui était préservé à son contact, et de deux, il s'appuie à un des deux murs postérieurs. Donc c'est vraiment un aménagement de cette époque-là, donc a priori contemporain de l'époque funéraire, mais encore une fois, on ne comprend pas à quoi il sert. En tout cas, vu sa puissance, il a l'air de devoir soutenir quelque chose d'important, de lourd, en tout cas de son rôle d'ailleurs de devoir stabiliser quelque chose. Naturellement, comme cette photo a été prise le dernier jour, on ne sait pas ce qu'il y a dessous, et ça c'est un des objectifs de la campagne de 2020, reporter 2021. Voici une vue aérienne avec le drone d'Éric Collin de l'état de cette pièce à la fin de notre fouille, donc où on voit énormément de pierres, c'est une espèce de mer de cailloux, où on a du mal à discerner ce qui est mur, effondrement et le fameux radier de sol imposant. Tout ça, en tout cas, fait du bien à voir parce que ça veut dire qu'on a enfin, en 2019, évacué toutes les couches liées au pillage du XVIe siècle. Maintenant, tout ce qui nous reste à fouiller est antérieur et est en place, entre guillemets, et appartient vraiment aux périodes, non pas de pillage, mais d'occupation du lieu. Stéphanie vous le dira tout à l'heure, mais cette pièce, dans les couches de pillage, on a trouvé énormément d'objets mérovingiens qui peuvent appartenir à la parure funéraire. Donc il y a de fortes chances qu'en fait ce pillage visait des sépultures mérovingiennes assez riches. Voilà. D'ailleurs, on voit que sur ce plan, que les tombes mérovingiennes conservées en rouge ici sur le plan sont tout autour de cette pièce profonde et font une espèce d'auréole. Enfin, il y a deux endroits de part et d'autre de l'endroit pillé. Le rectangle rouge plus grand correspond à la tombe de chef que l'on avait fouillée en 2015, qui est pour l'instant considérée comme la tombe fondatrice de la nécropole, puisque c'est la plus ancienne. Et donc, on voit bien que cette tombe est accolée à la pièce profonde pillée. Donc, tout ça fait quelque chose de très cohérent, où l'on voit l'existence en négatif, puisque tout est pillé, enfin l'essentiel est pillé, d'une espèce de pôle originel, probablement doté d'une construction, puisqu'on a des murs, donc un petit édifice primitif qui date du tout début de la nécropole. Voilà, ça commence vraiment à être intéressant pour voir un peu comment se développe, comment on passe d'une nécropole à un cimetière, et aussi ce qui est intéressant, c'est de voir que cet édifice primitif est construit sur le bâtiment romain. Est-ce que ça a un sens? Comment les générations mérovingiennes savaient qu'il y avait une pièce profonde à cet endroit-là, alors que le bâtiment était quand même censé être abandonné? Voilà, on voit qu'il y a un lien clairement entre les 12 siècles d'occupation, et donc ça va être intéressant de visiter dans son intégralité cette pièce profonde. Donc là, je passe la parole à Stéphanie. Donc, le dernier espace sur lequel on concentrait nos efforts, pour la campagne 2019, c'est autour de cette salle profonde que vient de vous présenter Raphaël à l'instant. Cette salle a bénéficié d'un attrait particulier pour ces tombes médiévales. On voit que dans ce tout petit espace, nous avons 14 nouvelles sépultures qui ont été fouillées pour la campagne 2019. Sur les images, on peut voir au fond un premier individu sur lequel a été inhumé un enfant, sur lequel a été inhumé un deuxième enfant, lui-même recoupé par l'adulte qu'on voit au premier plan, qui a par ailleurs visiblement recoupé un autre adulte au vu des éléments osseux en réduction contre la paroi. Donc on voit que cet espace a été très très densément occupé. On sait qu'on a encore d'autres squelettes à aller voir, à aller fouiller dans les prochaines campagnes, et malgré tous les efforts que l'on a fait en 2019 pour essayer d'avoir un maximum de tombes, on n'a pas du tout réussi à avoir l'intégralité des tombes.
Dans cet espace, par ailleurs, a été fouillée une nouvelle tombe à mobilier. Elle apparaît donc cerclée de rouge sur le plan. Cette tombe, comme on peut le voir, est très mal conservée au niveau osseux. Elle a été par ailleurs recoupée par une structure où on a retrouvé des éléments de combustion à l'intérieur. Donc, vu l'état de conservation osseuse, on est dans la capacité d'estimer le sexe biologique. Par contre, on a eu du mobilier déposé dans la tombe, à savoir un scramasax et une garniture de ceinture. Cette garniture de ceinture n'est pas un accessoire du costume funéraire, elle a vraiment été déposée dans la tombe à la droite du corps. Cette découverte, ça faisait 4 ans que nous n'avions pas découvert de tombe à mobilier mérolingien sur le site. Elle rappelle les découvertes faites en 2014 et 2015 dans la même zone, de tombes qui affichent le même type de mobilier funéraire, à savoir à chaque fois un scramasax. Le scramasax, je rappelle, c'est le couteau long qui est l'arme de base de l'homme mérolingien. Et à chaque fois, la garniture de ceinture qui est déposée et non pas portée. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant sur la pratique funéraire. On voit que les 3 tombes affichent le même mobilier et que, par ailleurs, il est présenté de la même façon, c'est-à-dire le scramasax déposé à droite du corps, toujours pointe vers le bas, manche vers le haut, donc dite en position fonctionnelle, et la garniture de ceinture est toujours déposée contre le scramasax. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit sur le plan que ces tombes à mobilier sont pour l'instant toutes concentrées dans la même zone. Il est intéressant et curieux de noter que pour l'instant, nous n'avons pas de tombe féminine de cette période-là. Donc, ça peut être dû au hasard des tombes et au hasard des fouilles plutôt, et l'année prochaine, nous trouverons peut-être des tombes féminines. Mais pour l'instant, nous ne sommes que sur des tombes d'hommes en armes et toutes dans la même zone, toutes concentrées autour de cette salle profonde. Les objets ont plusieurs intérêts. Donc là, on va avoir un intérêt sur la datation de la tombe, mais on va aussi avoir un intérêt sur la position de l'objet. Donc là, on voit que ce sont des objets vestimentaires qui sont déposés en offrande. Et cette année, on a en plus un intérêt particulier, car la corrosion de la contreplaque de ceinture a pris en fait le négatif de pupes d'insectes, que vous voyez là en gros plan. Donc là, j'ai mis en gros plan celle qui est la mieux conservée, mais à la loupe binoculaire, on voit des dizaines de pupes d'insectes qui sont pris dans cette corrosion. Donc là, on a un intérêt en fait sur on touche la décomposition du corps. Comme vous ne le savez peut-être pas, un cadavre est colonisé par ce qu'on appelle des cohortes d'insectes, des escouades. Il y en a 8 qui interviennent les unes après les autres à un rythme connu et régulier. Il y a une très importante spécialisation de chaque cohorte. Donc, suivant l'absence ou la présence de certaines escouades, on peut avoir un certain nombre d'informations, comme la manipulation du corps, la présence ou pas de produits toxiques. Et ce qui va aussi nous intéresser, c'est la période de l'inhumation. Car, par exemple, on a des escouades qui pondent des œufs à une période connue, c'est-à-dire soit entre octobre et novembre, soit au printemps. Donc la présence de ces
pubs d'insectes va nous permettre de savoir la période en fait d'inhumation du corps. Donc on espère dans le courant de l'année pouvoir montrer ces photos à des spécialistes qui vont peut-être pouvoir vous renseigner sur la saisonnalité de l'inhumation et aussi, on espère, sur d'autres infos liées à l'environnement. Voilà, donc une dernière image pour conclure, qui montre, qui associe les résultats, le plan, les résultats des fouilles que nous faisons au Crassé, et puis le plan des résultats des fouilles préventives qui avaient lieu dans les années 90, séparés par la route actuelle de la route qui va à Marne-Laval, mais qui permet donc, voilà, d'illustrer un peu la richesse de ce dossier Bragard avec, comment dire, ici le bâtiment gallo-romain que l'on voit en haut à gauche, dont on a peut-être la limite de la cour, matérialisée par ce long mur qui a été fouillé dans les années 90 au sud. En fait, c'est l'unique mur qui avait été fouillé, qui avait été remarqué lors de cette fouille. L'unique maçonnerie, tout le reste en fait correspond à des trous de poteaux ou à des aménagements en négatif. Or, ce que l'on voit, c'est une différence de densité de vestiges bleus, c'est-à-dire des vestiges médiévaux, de part et d'autre de ce mur. Donc on a l'impression finalement que le parcellaire, le cadastre gallo-romain, garde une importance dans le paysage jusqu'au XIIe siècle, date à laquelle le village est abandonné. Donc on a vraiment ici une illustration de la continuité de cette occupation et qui répond en partie à une des questions que l'on se pose actuellement en histoire et en archéologie, c'est comment le village prend naissance à l'époque médiévale. Le village est une façon de vivre qui n'existe pas à l'époque gallo-romaine. Donc comment, au Moyen-Âge, ces villages apparaissent? Eh bien, ici on voit qu'il a l'air extrêmement lié à une importante villa gallo-romaine. Or, dans une villa gallo-romaine, on sait qu'il y a la famille du propriétaire, mais on sait aussi qu'il y a besoin de plusieurs centaines d'ouvriers agricoles pour faire tourner le domaine, pour s'occuper des troupeaux, pour s'occuper des champs. Donc finalement, c'est peut-être ni plus ni moins que les générations et les descendants de ces ouvriers qui donnent naissance à un village. Simplement, plutôt que de vivre dans des maisons alignées dans la cour de la villa, sur un plan très très orthonormé voulu par le propriétaire, ici on a une indépendance plus importante des habitants qui vont s'agglomérer sous forme de villages tels qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà. Donc voilà pour le bilan de cette année. Pour l'année prochaine, donc 2020, on va mettre ça entre parenthèses, mais plutôt que subir, on va l'utiliser pour faire autre chose. Et en 2021, donc, on compte se consacrer à nouveau sur cette pièce profonde, les sépultures qui les entourent, et puis à nouveau Roumain. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je laisse pour ça, la datation du bâtiment. Ouais, et moi je. Bien. Alors, pour répondre à la question sur les éléments de datation du bâtiment mérovingien le plus ancien, enfin qu'on suppose être mérovingien, c'est plus des éléments en négatif en fait. On voit qu'il y a eu un effondrement de la partie gallo-romaine. On voit qu'il y a des murs qui se sont installés dessus qui ne sont pas de facture gallo-romaine. On voit que ces murs ont visiblement joué un attrait majeur sur des tombes, pour l'instant les plus anciennes fouillées. Les tombes mérovingiennes semblent se concentrer autour de cette salle profonde. Donc c'est plutôt pour l'instant des éléments indirects qui nous orientent vers cette datation. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments directs, mais nous avons tenté de faire des datations C14 sur les charbons de bois qu'on a découverts dans ces constructions. Alors pour l'autre question, qui était posée sur l'origine des pierres utilisées sur ce site pour les constructions gallo-romaines. Alors on ne sait pas exactement où sont les carrières, on ne connaît pas les carrières. Par contre, la venue d'un géologue de l'université de Reims nous a permis de déterminer l'étage géologique. Donc ça, on connaît bien. Il y a deux types de pierres utilisées
sur le bâtiment romain. Pour les pierres les plus soignées, il s'agit de calcaire dit de Savonnière, du nom de l'endroit du village où se trouvent des carrières les plus importantes. Donc ça, ce sont des pierres, oui, comme je disais, qui vont servir aux tailles les plus soignées, pour le parement des murs, également pour la toiture. Le bâtiment romain, contrairement à beaucoup de bâtiments romains de l'Empire romain, n'est pas couvert de tuiles en terre cuite, mais de dalles sciées dans le fameux calcaire de Savonnière, puisqu'il a ce calcaire a l'avantage de pouvoir se scier. Et donc il est fabriqué comme ça. Donc ça va être du coup assez joli parce qu'on devait être entièrement blanc, le toit et les murs, ça devait donner un aspect assez beau. Et donc le deuxième calcaire utilisé, c'est un calcaire qui est beaucoup moins résistant au gel, il éclate facilement, et donc c'est un calcaire dit à spatangle, du nom d'un des fossiles qui se trouve à l'intérieur qui permet de déterminer l'état géologique. Alors lui il est plus jaune, tous les cailloux qu'on a laissés comme ça à l'air libre durant l'hiver, on les retrouve d'éditer l'année suivante. Donc il a vraiment des qualités inférieures. Il est utilisé pour les fondations, il est utilisé pour les maçonneries moins soignées, souvent plus avancées dans l'époque gallo-romaine, au 4e ou au 5e siècle. Voilà. Par contre, les carrières de ce calcaire-là ne sont absolument pas connues. Et les carrières du calcaire de Savonnière, il y en a plusieurs de connus, mais on ne sait pas si elles remontent à l'époque romaine, donc on ne sait pas où se trouve celle qui a été utilisée pour construire le bâtiment sans Voilà.